As-tu déjà rêvé de bosser de chez toi et de préférence en pyjama? Ces derniers temps, je reçois beaucoup de mails et de messages me demandant quelles sont les meilleures opportunités pour travailler de la maison. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'ai fait une liste de 5 idées pour pouvoir bosser de chez toi et je t'ai aussi à chaque fois préparé le niveau de difficulté, si tu veux, pour la mise en place de cette idée-là et aussi le niveau de difficulté pour les compétences et l'expertise à avoir pour chacune de ces alternatives. Je te souhaite une bonne écoute. Pour une introvertie comme moi, découvrir qu'il était possible de travailler de la maison, ça a tout simplement été révélateur. J'ai beaucoup de mal à être dans un environnement avec d'autres personnes. Le contact social, c'est plutôt compliqué pour moi. Et du coup, les contacts en différé ou à distance sont ceux qui me conviennent le mieux. Donc, vive WhatsApp. Comme j'ai de l'autodiscipline à revendre, gérer mon temps, c'est pas une chose qui est difficile. On appellera ça les joies de la neuroatypie, et d'autres diront que c'est de la psychorigidité, mais ne nous fâchons pas tout de suite. À l'heure de l'insécurité face à cette crise mondiale qui suit directement la crise sanitaire qu'on a connue, hashtag coco, bosser de chez soi, c'est une idée qui est vraiment plus que rationnelle. Que ce soit pour arrondir tes fins de mois ou tout simplement pour développer ton business pour de vrai. En plus, ça permet de profiter de ta famille, de ton logement, si tu es quelqu'un de plutôt casanier, et de vivre une vie un petit peu moins stressante que le désormais très rétro métro boulot dodo. Évidemment, moi je vois une majorité d'avantages au fait de travailler de chez soi, même si, comme pour toute chose, il existe aussi quelques inconvénients. Donc, basé sur mon expérience personnelle, je vais t'expliquer ce qui me paraît le plus important à savoir par rapport à ça, et ensuite on passera à la fameuse liste. Donc parmi les avantages, évidemment, tu peux te réveiller quand tu veux, tu peux rester en pyjama plus longtemps si ça te dit, mais bon, personnellement, je te conseille tout de même de te changer, de t'habiller, de prendre soin de toi, pour être dans le bon état d'esprit, celui de la personne qui va bosser. Autre avantage, c'est que tu as le temps de prendre ton petit déjeuner à ton aise, d'organiser justement ton temps comme tu l'entends, de consacrer du temps de qualité aussi à tes proches, d'éviter le stress des transports ou encore d'éviter les gens toxiques au bureau. Pour ma part, ça s'arrête à éviter les gens, de gagner en autonomie et en plus, tu ne prends plus les ordres de qui que ce soit puisque désormais, le boss, c'est toi. Je sais que le tableau que je viens de te dépeindre est plutôt sympa, mais je te rendrai pas service si je ne t'éveillais pas aux inconvénients liés au fait de travailler de la maison. Et donc, quand tu auras toutes les cartes en main, tu sauras si cette situation te convient réellement ou pas. Voici donc les inconvénients principaux que je relève au fait de travailler de la maison. Tout premièrement, c'est évidemment le fait qu'il faut de l'autodiscipline, sinon c'est cuit. Un autre inconvénient, c'est que tes factures de consommation en électricité, eau, chauffage, etc. vont forcément augmenter puisque tu vas passer le plus clair de tes journées à la maison. Certaines personnes voient également comme un inconvénient le fait d'utiliser leurs propres outils de travail, puisque donc forcément ils vont s'user beaucoup plus vite. Moi personnellement j'aurais plutôt mis ça parmi les avantages, parce que le fait d'avoir mon ordinateur privé pour bosser, c'est un plus. Je suis beaucoup plus à l'aise et je travaille de manière beaucoup plus fluide avec mon propre ordinateur, donc pour moi c'est un avantage. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'usure, ben là aussi, tu vas l'utiliser beaucoup plus, donc forcément ton matériel devra être remplacé plus vite. Un autre inconvénient qu'il faut pas négliger du tout, celui-ci vraiment je mets un gros warning devant, c'est qu'il est possible que tu souffres de la solitude ou d'une sensation d'isolement. Enfin, si tu es une personne normale en fait. Inutile de te préciser que personnellement, moi j'adore être dans ma bulle, mais que malgré cela, c'est vrai que bosser de la maison, ça réduit nettement le champ social. Donc, si tu es quelqu'un de sociable, qui aime voir d'autres personnes, parler avec d'autres personnes, etc., c'est quelque chose que tu peux ressentir. Un autre inconvénient auquel certaines personnes ont dû faire face, c'est un entourage toxique ou qui risque plutôt de dénigrer les efforts face à l'incompréhension en fait de ce choix de travailler de la maison. Donc entendre des phrases du style, «Mais c'est pas un vrai boulot, mais qu'est-ce que tu fais?» ou «Ah mais toi tu bosses de la maison donc tu travailles pas». Clin d'œil aux mamans qui connaissent, cette phrase, très bien. Ensuite, tu risques de te négliger, donc que ce soit au niveau des habits, de la nourriture peu équilibrée et cetera, donc tu risques de ne pas ou de ne plus faire trop attention à toi, finalement. Il est aussi possible de tomber dans l'excès de travail, donc ça semble un petit peu fou dit comme ça,
Mais tout comme tu dois être autodiscipliné pour travailler, il faut aussi que tu t'imposes des limites, sans quoi tu vas travailler beaucoup trop et beaucoup plus que si tu étais dans le salariat et tu auras de plus en plus de mal à trouver le juste milieu entre ton temps de travail et ton temps de vie sans travail. Aussi, le fait de rester beaucoup derrière des écrans, ça peut également nuire à la qualité de ton sommeil et parmi les inconvénients, j'en nommerai un dernier qui est celui de l'inquiétude face aux revenus aléatoires, parce que là, évidemment, ça va être une question de contrat, de clients récurrents ou non, et cetera. Donc tu as pas ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi liée au salariat. Mais bon, on va pas se mentir, dans le salariat, tu peux aussi te retrouver à la porte sans trop d'explications. Donc est-ce qu'il s'agit d'une réelle sécurité? Je ne sais pas. En tout cas, tu l'auras compris, je suis à 100 pour le télétravail et le travail à la maison. Et bien qu'il y ait des inconvénients au fait de bosser de chez soi, ils sont à mon sens vraiment infimes par rapport aux bénéfices que cela représente de pouvoir travailler depuis la maison. Alors, je t'avais promis une liste de 5 idées, mais il en existe évidemment plein d'autres. En réalité, il en existe autant que l'imagination laisse en concevoir. Moduler ton métier de rêve, c'est tout à fait possible. Ceci dit, chose promise, chose due, voici les 5 idées qui me semblent les plus accessibles et surtout les plus rentables pour travailler de chez toi. Alors, je sais pas pourquoi je commence toujours par citer l'affiliation. Je pense que c'est lié à la simplicité de la mise en place et aux résultats qui peuvent être spectaculaires lorsqu'on pratique cette activité-là. Si tu ne sais pas ce qu'est l'affiliation, c'est quand tu vends les produits d'autres personnes et que tu reçois une commission sur chaque vente. C'est vraiment ultra facile à mettre en place et en plus, c'est peut-être déjà quelque chose que tu fais spontanément, sans le savoir, quand tu parles de tes derniers achats ou de tes bons plans à tes amis. Quant à l'expertise liée à cette compétence, elle est plutôt simple à acquérir aussi. Internet regorge d'informations sur le sujet, mais néanmoins, je tiens à te mettre en garde contre les mauvaises pratiques et les arnaques qui, elles aussi, pullulent, surtout dans cette thématique. Donc, si tu veux te former déjà de façon gratuite et en toute confiance sur l'affiliation, tu trouveras le cours que j'ai moi-même suivi dans les ressources de cet épisode. La deuxième idée pour bosser de chez toi, c'est le coaching. Alors là, il s'agit de mettre ton expertise au service des personnes qui en ont besoin, en les accompagnant vers la transformation qu'elles désirent. C'est vraiment facile à mettre en place. Il faut un canal pour promouvoir ton activité et quelques outils pour la prise de rendez-vous et la communication en direct avec ces personnes que tu accompagneras. Quant à l'expertise, du moment que tu connais ta zone de génie, tu ne devrais pas avoir de mal à la mettre en valeur. Par contre, ici aussi, gros warning, attention, attention, attention. C'est vraiment important de savoir ce que tu fais, ce que tu proposes et d'agir vraiment en toute transparence avec les personnes que tu vas accompagner. L'idéal, si tu sais que tu as une expertise que tu souhaites partager avec le monde, c'est de te faire suivre, ou du moins de te faire conseiller par une professionnelle de confiance. Vraiment, attention, attention aux faux gourous du net. La troisième idée à envisager, c'est celle d'assistante virtuelle. Généralement, une assistante virtuelle s'occupera de traiter les mails, les tâches administratives ou toute autre chose pour des sociétés ou des personnes qui n'ont absolument pas le temps de faire ça elles-mêmes. Ça peut passer par des tâches vraiment diverses, l'envoi de courrier, la gestion de réseaux sociaux, etc. Ici aussi, la difficulté à mettre en place est plutôt simple. Ça ne nécessite pas énormément de matériel, si ce n'est un ordinateur et une connexion Internet. Par contre, au niveau de la difficulté liée à l'expertise, je dirais qu'on se retrouve quand même à un niveau moyen, parce que ça va quand même nécessiter un minimum de connaissances en informatique. Les demandes peuvent être plutôt variées et il faut veiller à être clair sur ton offre. Ce que je te conseille, c'est de ne pas hésiter à consulter les offres d'assistantes virtuelles qui sont déjà en place, à échanger avec elles, à leur demander comment elles se sont formées, etc. Sinon, tu peux toujours proposer des prestations basiques. L'essentiel, en fait, c'est d'être limpide sur ce que tu proposes et sur ce que tu ne proposes pas et de ne pas t'embarquer dans des choses qui sont hors de ta portée. C'est aussi simple que ça. Quatrième idée, c'est celle de devenir blogueuse. Donc avoir un blog dédié à une thématique en particulier et l'alimenter régulièrement de sorte à générer des revenus suite à la popularité du blog. Ça, c'est le challenge de la blogueuse. La difficulté technique à mettre en place, je dirais qu'elle est moyenne. Il faut quand même réussir à installer ton blog et puis à l'alimenter, techniquement parlant. Donc il y a pas mal de ressources gratuites qui existent en ligne. Je t'en mettrai quelques-unes sous l'épisode. Ici aussi, la difficulté liée à l'expertise, je dirais qu'elle est de niveau moyen. Il y a quand même des connaissances à avoir en matière de persona, de liste email, de monétisation du blog, etc.
Et lié à ça, il y a une autre solution qui existe aussi et que je trouve absolument géniale. Ça fait partie de mes projets depuis un petit moment, mais j'ai pas encore pu mettre ça en place. En fait, si tu es à l'aise avec la création de blogs, ce serait justement de réaliser plusieurs blogs ultra nichés et bien référencés et une fois qu'ils produisent suffisamment de trafic, ça peut être très rapide, hein, ça prend pas des mois et des mois, eh bien tu vas pouvoir les vendre. Je suis une Américaine, je ne suis pas américaine, hein. Je follow une américaine qui s'est spécialisée dans cette pratique et aux dernières nouvelles, elle vendait chacun de ses sites aux alentours de 750 $. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal. Surtout si t'en fais comme elle ton activité principale, enfin ça peut aller vite. C'est vraiment génial, hein. Je pense qu'elle avait par site une dizaine d'articles, pas plus. Chacun d'eux contenait des liens d'affiliation et surtout chacun d'eux était très bien référencé parce qu'ils étaient ultra nichés. Donc je trouve que c'est vraiment top. En tout cas, c'est quelque chose que personnellement, je suis bien tentée d'exploiter. Je te dis, ça me trotte dans la tête depuis un moment. Donc, si j'étais toi et que j'étais passionnée de blogging, j'hésiterais pas longtemps à avancer dans cette direction. Ma dernière idée pour cette liste, ce serait celle de devenir illustratrice. Alors c'est un talent très recherché et l'illustratrice, c'est celle qui va mettre en image le monde visuel, on va dire, de sa cliente. Qu'il s'agisse d'illustrations pour les réseaux sociaux, pour les blogs, pour les livres, en fait tout est imaginable. On peut avoir besoin d'illustrations pour absolument tout. On peut même avoir envie d'illustrations pour son e-commerce si on a envie de vendre des tasses personnalisées ou des cahiers ou que sais-je, et qu'on n'est pas doué spécialement en dessin, on peut faire appel à une illustratrice et commercialiser de son côté des objets, pourquoi pas, ou des cartes postales, des choses comme ça. Si tu es familière avec mon contenu, tu sais que j'adore, moi, utiliser des illustrations. Et la plupart de celles que j'utilise sont personnalisées. Donc il m'arrive d'utiliser celles de Canva, mais sinon je fais appel à Ophélie de By Ophé. Et je pense en fait qu'elle a essayé de me transmettre un message subliminal pas très discret en sortant une formation pour apprendre à illustrer comme une pro. Donc Ophélie, si tu m'écoutes, je trouve ta formation géniale pour l'avoir suivie, mais tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Je tiens à te le dire. Ceci dit, si tu as envie de t'essayer à cette pratique et en faire ton métier, tu trouveras les ressources nécessaires sous cet épisode, ce qui fera passer du coup ton niveau de difficulté lié à l'expertise de moyen plus, voire difficile, à moyen moins, voire facile, si tu t'accordes le temps de prendre la main. Quant au niveau de difficulté à mettre en place, il est plutôt facile puisqu'il faut une connexion internet et une tablette, plus une application du type Procreate pour pouvoir pratiquer. Et là, tu crois que ma liste de propositions d'idées est terminée. Mais tu sais que j'aime ajouter toujours un peu plus de ressources au-delà de mes promesses. J'ai donc encore 2 idées pour toi. Si tu aimes écrire et que tu as de l'imagination ou une expertise à faire valoir dans ton domaine, sache que tu peux gagner ta vie, oui, ta vie, en devenant auteur. C'est d'un niveau simple pour la mise en place et pour l'expertise aussi à partir du moment où tu sais de quoi tu veux parler. Par contre, il faut avoir des bases pour savoir comment construire ton projet de façon solide, comment réaliser un ouvrage qui soit accrocheur, tenir le suspense, trouver les bons personnages s'il s'agit d'une histoire, etc. Donc comme pour la majorité des sujets dont je te parle, j'ai prévu des ressources pour toi sous cet épisode. Et finalement, est-ce que tu pensais vraiment que j'allais pouvoir traiter cette thématique sans mentionner mon métier de cœur? Évidemment non. Donc, last but not least, la surprise du chef, la dernière idée est bien entendu celle de devenir social media manager. Donc la social media manager, c'est celle qui va gérer les réseaux sociaux de ses clientes, entre autres choses, parce qu'elle peut faire d'autres choses que ça aussi. Elle pourra ou non proposer de l'animation de compte, de la rédaction de publications, etc. Si cette voie te semble être la bonne, je serais plus qu'heureuse de t'accueillir au sein de la Social Media School, qui va bientôt rouvrir ses portes pour te former de A à Z à ce métier et à la stratégie à mettre en place pour acquérir des clientes, te faire connaître, etc. C'est un métier qui présente l'avantage d'être simple à mettre en place, puisqu'ici aussi, un ordinateur et une connexion feront l'affaire. Quant à l'expertise, elle est d'un niveau moyen plus, puisqu'il faut maîtriser les réseaux proposés, il faut aussi maîtriser les outils utilisés, le process de travail doit être connu, etc. Donc si tu veux savoir si ce métier pourrait te convenir, je t'offre une formation qui t'explique absolument tout sur le social media management et qui t'offre même un plan en 8 étapes pour démarrer dans cette voie. Que demande le peuple? Donc tu l'auras remarqué, la plupart des idées que je t'ai proposées dans cet épisode pour bosser de chez toi sont relativement faciles à mettre en place, dépendant principalement
du niveau d'expertise à acquérir pour pouvoir proposer tes services dans tel ou tel domaine. Donc si tu es décidé à franchir le pas, il va falloir parler de ce nouveau job et promouvoir ton expertise. Le meilleur endroit selon moi pour te faire connaître et reconnaître avec ta nouvelle activité, c'est évidemment le réseau social professionnel LinkedIn. Si tu ne connais pas encore la plateforme, mais qu'elle t'intéresse ou si elle te fait un petit peu peur, tu trouveras un défi gratuit à mettre en place en 7 jours. Tu le trouveras juste dans les ressources de l'épisode. Une dernière petite remarque, en ce qui concerne la partie légale et en fonction de ton pays de résidence, il faut que tu te renseignes bien sur le statut qu'il est possible d'acquérir parce qu'il va falloir déclarer tes revenus. Et voilà donc tout ce que tu as à savoir pour trouver une idée et démarrer une activité depuis ton domicile. J'ai hâte de savoir si tu comptes te jeter à l'eau et surtout dans quel domaine. Donc dis-le moi en commentaire et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu seras informé des prochaines actualités sur ma chaîne. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine. J'aurai le plaisir de te parler de spiritualité avec Zeynep de Coran de mon cœur. D'ici là, prends bien soin de toi, c'est absolument essentiel.